J'aimerais dire euh, que j'enseigne les études sociales en intégrant une partie euh, qui touche toute l'habilité par rapport à comment apprendre pour un jeune. Et c'est intéressant parce que dans les dernières semaines, je dirais peut-être il y a une semaine ou deux même, avec mon plus jeune qui est en septième année, qui doit obligatoirement suivre un cours sur comment étudier, comment se préparer à un examen, comment être capable de retenir les principales stratégies en lecture, en écriture, en communication orale, prise de notes, l'écoute, et surtout l'écoute avec l'éducation en ligne. Et mon fils me partageait qu'il y avait beaucoup de choses là-dedans qu'il connaissait, mais qu'il trouvait ça un peu dommage d'avoir à faire le cours complètement à part, un cours simplement au niveau des stratégies. Et je lui ai mentionné que ça fait plusieurs années que j'avais intégré ça dans ma façon d'enseigner, dans le sens où je me souviens à une des écoles où j'avais enseigné, on avait eu ce cours-là, un cours option, où ce qu'on organisait les élèves, puis on leur donnait des outils pour être capable d'étudier, pour être capable d'organiser leur matériel, cartable, etc., etc. Mais je dirais que au minimum dans les 10 dernières années, j'ai vraiment intégré cette façon de faire-là. Donc, j'aime enseigner avec toute l'idée de la métacognition. C'est de nommer les choses qu'on fait quand j'enseigne. Et je le dis à haute voix, donc je réfléchis constamment à haute voix quand j'enseigne pour que les élèves entendent ma réflexion, puis comment que je procède quand j'enseigne ou quand j'apprends quelque chose. Et nommer les choses permettent aux élèves de retirer beaucoup plus que simplement de la connaissance, entre autres attachée au niveau du cours d'études sociales. En études sociales, effectivement, puis si on prend l'exemple du cours d'études sociales 7, c'est une longue liste d'épiceries comme un parchemin. Il y a tellement de connaissances à apprendre, mais ces connaissances-là, malheureusement, comment le cerveau fonctionne, après quelques semaines, voire quelques mois, ben, on a retenu quoi? On se souvient de quoi? Peut-être 10, 15, 20, 25%. Donc, il faut outiller les élèves en leur donnant plus que des faits. Et c'est ce que j'essaie de faire dans les dernières années quand j'enseigne. Au niveau de mes sujets, quand j'enseigne mes connaissances et aussi les habiletés en études sociales, il y a beaucoup d'habiletés, comme exemple, comment analyser une question, comment être capable de débattre une question. Mais ce que je suis en train de dire, c'est tout l'aspect métacognition. Exemple, dans le cadre d'un cours, quand j'enseigne une section, et chaque cours a une routine pour moi qui sont minutées. Et l'élève voit le plan en début de cours. L'élève sait à quoi s'attendre. Il sait que la partie magistrale ne dépassera jamais 15 minutes. Mais quand je commence la partie magistrale, je réfléchis à haute voix. Je vais commencer mon cours, exemple, si on parle de Renaissance, en partant au niveau avec la Renaissance, et je vais dire, bon, OK, donc, si je suis un élève, qu'est-ce qu'on a vu hier? C'est quelque chose de vraiment important. Donc, il faut que vous commenciez tout de suite à vous poser des questions. Et c'est toutes ces étapes-là quand j'enseigne où je fais des pauses puis, j'explique à haute voix à l'élève ce que je suis en train de faire. Que ce soit prendre le rôle de l'enseignant ou des fois, je vais prendre le rôle de l'élève. Et j'essaie de les outiller. Et ce sont ces outils qui vont leur rester pour plusieurs années. Mhm. Excellent, merci. On dirait que c'est devenu partie de ta pratique pédagogique, hein, quotidienne. Absolument, c'est vraiment une dualité, c'est vraiment à double volet. C'est leur donner tout ce que je dois leur donner au niveau du cours d'études sociales, mais il y a tout à côté l'aspect de la métacognition, puis Mhm. leur permettre d'être capables de réaliser ce qu'ils sont en train de faire. Puis s'ils sont capables de mettre un mot sur la stratégie qu'ils utilisent, euh, de façon inconsciente, mais là, en la nommant, bien, ils vont être capables de l'utiliser beaucoup plus facilement par la suite parce qu'ils ont été capables de nommer ce qu'ils sont en train de faire. Exact. Oui. Mhm. Alors, Denis, peux-tu nous parler un peu des stratégies organisationnelles que tu enseignes lors de ton cours d'études sociales? OK. J'en ai un peu vaguement parlé lors de la première question que je parlais d'habilité ou d'outils. Il y a plusieurs façons de nommer les choses. Mais ce qui est certain, je vais débuter le cours avec un plan.
Et présentement, c'est tout un défi parce que les cours d'études sociales que j'ai n'ont que 40 minutes, impliquant toute l'idée de la technologie qu'on connaît fort bien. Il y a des fois, il y a des retards, il y a des fois, il y a des problèmes techniques. Donc, 40 minutes, ce n'est pas beaucoup. Et j'ai un plan très, 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 très clair. L'appel, l'accueil des élèves qui est tellement important. Je reparlerai un peu plus longuement plus tard. Toute l'idée aussi de l'humour. On se retrouve dans une situation tellement unique où des élèves vivent des situations difficiles en étant privés de voir leurs amis, surtout à l'âge de l'adolescence. Donc, à quelque part, il faut que je arrête de me prendre au sérieux puis que je sois capable de vraiment m'amuser avec ces élèves-là. Donc, quand l'élève arrive, je les accueille avec humour. Ça ne me dérange pas de faire un fou de moi à l'occasion, chanter, danser pour être capable de les engager. Et l'humour fonctionne très bien. Donc, il y a l'idée du plan dans un premier temps. Par la suite, nombre de fois, je leur parle, OK, qu'est-ce qu'on devrait faire si on est en mode écoute? Et dans le contexte de la caméra, j'ai longtemps expliqué en début d'année qu'aux élèves que je pouvais voir de multiples façons s'ils étaient engagés ou pas. Exemple, la luminosité d'un écran qui passe d'un écran à l'autre. Je sais automatiquement si un élève était avec moi ou pas. Donc, l'écoute, je leur donne des stratégies par rapport à l'écoute. Puis j'en reparlerai un peu plus tard. Par la suite, comment prendre des notes? Surtout en 7, 8, 9 et même en 10, 11, 12, beaucoup d'élèves ont de la difficulté à prendre des notes. Donc, je leur donne des stratégies sur comment prendre des notes quand j'enseigne. Puis, dans la partie de mon cours, il y a juste un bloc de 15 minutes où c'est du magistral, mais quand même, si dans ces 15 minutes-là, on ne sait pas trop quoi prendre comme note, mais c'est difficile. Toutefois, je vais les diriger tout au long de mon enseignement. En disant, bon, bien, je viens de prendre une prise d'écran, j'ai mon tableau blanc, je viens d'encercler les éléments. Est-ce que ça devrait être quelque chose qu'on prend en note? Les élèves disent, oui, monsieur. Si tu l'encercles, c'est clair qu'on doit noter. Donc, et je répète, et je répète, et je répète, et je répète, et ainsi les élèves finissent par avoir ces mécanismes ou ces habiletés pour prendre des notes. Autre chose aussi, il y a toute l'idée de la discussion. Et surtout, discuter devant une caméra, pour moi aussi, ça a été une courbe d'apprentissage énorme. Il a fallu que je me réinvente comme enseignant. Enseignant d'études sociales en salle de classe, tu bouges, tu occupes l'espace. Mais là, je suis dans une boîte de 12 pouces par 12 pouces. Donc, il a fallu que je me réinvente sur la façon d'enseigner puis d'être capable d'avoir vraiment un cours où on peut discuter en ligne, alors que c'est tellement facile en ligne de se retirer, de ne rien faire. Donc, il a fallu que je pense à différents trucs pour être capable d'engager les élèves lors de discussions. L'idée du débat aussi, débat, ça peut se faire avec l'outil que j'utilise, c'est-à-dire avec Zoom. Par la suite, toute l'idée de la pensée critique, l'analyse, faire un aide-mémoire avant un examen. Donc, il a fallu que je leur demande de développer et de mettre en place l'idée d'avoir un aide-mémoire pour être vraiment certain de ma part en voyant leur aide-mémoire qu'ils ont étudié. Toute l'idée des outils transversaux aussi qui ont été développés par Alberta Education, comme le diagramme de Venn, entre autres. Quoi d'autre? Aussi, en ayant un Zoom comme outil de travail, ce que j'ai intégré puis qui fonctionne tellement bien, c'est toute l'idée aussi du chat. Puis j'explique, j'ai 6 groupes présentement avec lesquels je travaille. Il y en a 4 qui sont très à l'aise d'ouvrir le micro, de débattre, de discuter, alors que j'en ai 2 qui sont complètement différents. Donc, c'est une autre dynamique de groupe, mais j'ai réalisé que via le salon de clavardage, j'avais beaucoup plus de substance, beaucoup plus de discussion et de participation des élèves. Donc, ça, c'est une autre façon aussi d'organiser mon cours, de les organiser. Je leur ai montré comment est-ce qu'on devait se servir du salon de clavardage. Donc, dès le début de l'année scolaire, voici ce qu'on va faire. J'ai aussi toute l'idée aussi des sondages dans Zoom. Les élèves adorent ça. Puis quand je parle de sondage, je ne parle pas rien de sondage par rapport à la matière, mais sur la façon qu'ils apprennent. Et régulièrement, je vais lancer un sondage à mes élèves en disant, bon, eh bien, aimeriez-vous mieux lors du prochain projet
travailler plus de façon artistique ou plus de façon intellectuelle. Donc, je leur pose des questions et je me retrouve tout le temps à la fin de chaque question avec un pourcentage très précis. Et ça me permet d'ajouter aussi dans cette façon de faire aux élèves toute l'idée de la démocratie que je dois enseigner en études sociales. Donc, je leur dis toujours 50 plus 1%, sondage Zoom, on va de l'avant par rapport au prochain projet. Vous avez parlé, j'écoute. Donc, je me sers beaucoup, beaucoup de ça pour améliorer mon enseignement. Puis, quand que les élèves me disent qu'ils n'aiment pas une façon de faire, comme j'ai eu à ajuster aussi ma routine de cours, mes 40 minutes, suite aux réponses que des élèves m'ont dit, ça, on n'aime pas ça, monsieur. Donc, j'ai été capable d'ajouter avec humilité, très, très humble, ma façon d'enseigner. Comme il était à un certain point, j'avais l'impression qu'on faisait trop d'actualité, ce qui est une des habiletés en études sociales. L'analyse, après ça, de caricatures, être capable aussi de travailler une carte géographique, toute l'idée des concepts des habiletés en géographie. Il n'y a pas rien que la connaissance, toutes les habiletés aussi qui viennent avec l'étude sociale. Mais j'ai été capable et c'est loin d'être parfait, mais j'ai été capable d'améliorer les choses suite au sondage et les élèves, c'est instantané. Donc, c'est dynamique. Et la rétroaction est automatique et les élèves le voient. Et autre chose aussi que je vais faire avec Zoom, exemple, on a une vidéo, une actualité sur quelque chose qui se passe au Moyen-Orient via le site Al Jazeera. Bien là, après ça, j'ai des questions. Puis là, je suis capable de voir les élèves au niveau écoute, s'ils écoutent vraiment. Et que si la majorité des élèves répondent bien à mes questions à choix multiples, tout de suite après la vidéo, 3-4 minutes, bien, je suis capable de dire, oui, bien, on a bien fait. Les statistiques me démontrent que vous étiez à l'écoute. Les statistiques me démontrent que vous avez été capable de prendre des notes pendant la vidéo. Quelque chose aussi que j'ai dû en début d'année leur montrer comment faire. Comment est-ce qu'on prend une note pendant une vidéo? Donc, je leur ai donné des outils aussi pour prendre des notes au niveau de l'écoute. Quelque chose que je reparlerai un peu plus tard dans les prochaines questions que tu me poseras. Donc, en gros, c'est ça. Troisième question. Peux-tu nous partager des stratégies maintenant en lecture que tu emploies pour aider les élèves avec la compréhension des textes ou du cours d'études sociales? Bien, que ce soit en sciences ou en études sociales, un des défis, puis je ne veux pas aborder l'idée d'avoir des examens standardisés, mais un des défis avec les examens standardisés, avec les examens à choix multiples ou même les évaluations à développement. Nous, en tant que milieu minoritaire, qu'école en milieu minoritaire, avons à travailler avec des élèves qui ont à l'occasion plus de difficultés avec le vocabulaire pour différentes raisons. Toutefois, si tu parles littératie aux élèves et si tu réalises rapidement que c'est un manque de vocabulaire de la part de l'élève qui, à l'occasion, l'amène à avoir des résultats un peu moins bons en études sociales, bien, ça t'amène à apporter des changements sur ta façon d'enseigner, puis d'être capable de t'assurer que l'élève comprend vraiment le vocabulaire que tu enseignes. Donc, que ce soit même via l'idée de la classe inversée, où ce que tu peux demander à l'élève d'aller visionner un concept, et lorsque tu enseignes, c'est clair déjà qu'il y a une meilleure idée au niveau de la connaissance du vocabulaire par rapport à ce que je vais enseigner. Donc, toute l'idée de la littératie est tellement importante. Et ce que je fais régulièrement, que ce soit un texte analysé dans une actualité, que ce soit un travail que je leur demande de faire par rapport à un aspect que je dois enseigner, je leur parle tout le temps des stratégies avant, pendant et après. Qu'est-ce qu'on fait quand on lit? C'est quoi les stratégies à mettre en place quand on lit?
C'est quoi les stratégies à mettre en place pendant que vous faites la lecture et quelles sont les stratégies que vous faites après. Puis quand que je parle de stratégie ou d'outils ou d'habilité, c'est toute l'idée de prédire, résumer, clarifier, se questionner, puis faire des liens avec la connaissance antérieure qu'on a au niveau de ce qu'on a appris depuis le début de l'année scolaire dans notre cours en études sociales. Alors, Denis, merci pour ces stratégies de lecture-là. Parlons maintenant un peu des stratégies d'écriture. Si on parle de stratégie d'écriture, non, nous ne sommes pas en anglais, on n'est pas en langue, on n'est pas dans le cours de français, mais tout comme la lecture, l'écriture font partie des composantes tellement importantes au niveau de la littératie. Donc, c'est d'outiller les élèves pour qu'ils aient une bonne base au niveau du vocabulaire. Donc, oui, lire, mais oui aussi bien écrire. Donc, ce que je veux leur donner, c'est qu'ils soient capables quand on parle d'écriture, d'utiliser des stratégies pour être capable de bien s'exprimer puis d'exprimer clairement ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils veulent me raconter. Puis, ce sur quoi je veux vraiment insister, des choses de base, c'est l'idée de la ponctuation, les accords. Après ça, l'influx de vocabulaire nouveau, j'en parle régulièrement. À chaque fois que les élèves doivent m'écrire quelque chose, je vais leur demander d'ajouter dans la mêlée des mots nouveaux pour être capable d'enrichir leur vocabulaire. Et puis, parce que l'idée, encore une fois, en milieu minoritaire, on se doit d'être capable d'améliorer son vocabulaire. On se doit, en études sociales, d'être capable de comprendre le vocabulaire. Je le répète, c'est fascinant de voir que des élèves, et c'est triste, mais c'est fascinant de voir que des élèves peuvent réussir en études sociales s'ils comprennent le vocabulaire. Souvent, c'est qu'ils ne comprennent pas le vocabulaire, mais si tu leur expliques dans tes mots, à l'aide d'exemples, à l'aide d'images mentales, « Oh, OK, oui, monsieur, là, je comprends ce que tu veux dire. » est tellement, tellement important. Donc, l'idée, c'est vraiment d'être capable d'être exigeant par rapport à la base quand ils m'écrivent. Donc, encore une fois, ponctuation, corps des verbes, et puis d'être capable d'ajouter du vocabulaire nouveau quand ils ont à me faire un travail où ils doivent écrire en études sociales. Et l'idée, c'est de travailler encore une fois avec l'enseignant de français, d'être capable au niveau de la langue de tout le monde s'entraider. Je pense que ces stratégies-là s'appliquent autant dans le milieu francophone que dans le milieu des programmes d'immersion aussi. Certainement. Certainement. Oui. La dernière question, Denis, on achève et je te remercie encore d'avoir partagé toutes ces stratégies-là. Il nous reste à parler un peu des stratégies en communication orale. Oui, effectivement. Et surtout, dans la situation dans laquelle on est, devant une caméra, mon plus vieux qui est en 12e année, me disait à quel point c'était difficile pour lui de se concentrer, donc d'écouter ce que l'enseignant avait à dire, parce qu'il y avait trop de stimulation dans sa chambre à coucher, alors que dans une salle de classe, c'est plus limité selon lui. Donc, lorsque j'ai commencé l'année scolaire, j'ai aussi donné des outils aux élèves par rapport à l'écoute. Et j'y reviens régulièrement et ce ne sera jamais terminé. Donc, régulièrement, leur donner des outils. Quand je parle d'outils, c'est toute l'idée par rapport au schéma d'écoute. Et si je peux me permettre, quand on parle de stratégie d'écoute, il y a encore une fois des stratégies avant l'écoute. Donc, si on a une vidéo qu'on doit visionner ou que c'est moi qui dois faire du magistral et enseigner un concept, ce que je vais leur demander, c'est quelles sont les stratégies qu'on doit faire avant que je commence. Oh, ben monsieur, il faut que je commence à me questionner, il faut que je prépare mon schéma d'écoute. Qu'est-ce qu'on fait pendant que tu es en train d'écouter la vidéo? Et là, ça peut être, j'essaie de comprendre l'essence globale, j'essaie de prendre des notes dans mon schéma.
parce que j'ai un schéma sur lequel je vais prendre des notes. Donc, je leur donne des gabarits aussi. Puis finalement, bien, j'essaie de compléter mes notes lorsque la vidéo est terminée. Mais ça, c'est pendant. Puis l'après, hein, c'est toute l'idée de réviser puis de s'assurer que ce qu'on a pris comme note pendant l'écoute est bien. Et quand je parle de schéma d'écoute au niveau du tableau, ce que je leur demande de noter, c'est toujours le même gabarit. Qui est l'émetteur? Quel est le sujet? À qui s'adresse cette vidéo, à qui s'adresse l'enseignement que je suis en train de faire, où ça se passe, quand, comment, pourquoi, etc., la source. Donc, encore une fois, avec un gabarit, le même gabarit, ça leur permet d'être encadrés dans la façon de travailler lorsqu'ils sont en mode écoute. Donc, quand tu es en mode écoute, il y a plusieurs stratégies pour que l'élève reste en écoute, pour qu'il ne dévie pas vers son téléphone ou qu'il ne dévie pas vers d'autres stimulations dans la maison. Donc, l'idée, c'est de leur donner des outils pour qu'ils restent engagés tout le long du cours. Sinon, sans ces outils-là, juste leur faire visionner une vidéo sans les outiller et leur demander après, lors de discussions, de me présenter ce qu'ils ont pris comme note dans leur schéma, bien, il y a quelques élèves qui fermeraient la caméra, partiraient pendant les 7 minutes de l'actualité vidéo et reviendraient. Donc, l'idée, c'est juste de les garder constamment engagés, puis prêts et prêtes à collaborer et à participer à mon cours parce qu'un cours d'études sociales, avouons-le, c'est tout de même différent d'un cours de mathématiques et il doit y avoir collaboration entre les élèves et l'enseignant. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire de prononcer cette expression-là vu qu'elle est en anglais, mais souvent je vais dire aux élèves, It takes two to tango. J'ai dit, moi, je fais ma part, je vous donne mes outils, puis de votre côté, si vous décidez que vous ne voulez pas embarquer dans la danse avec moi, c'est malheureux, mais le cours ne sera pas autant intéressant. Puis les élèves ont embarqué là-dedans. Donc, l'idée, on doit être ensemble à travailler pour être capable d'avoir un cours qui est vraiment animé, un cours où il y a des discussions, un cours où vous sentez que vous êtes dans un endroit sécuritaire où ce que vous pouvez prendre des chances. Et souvent, si je peux me permettre, quand un élève va prendre la parole, rapidement, je vais le féliciter. Et surtout, exemple, les élèves qui vont prendre des risques, qui vont prendre des chances en disant, écoute, il faut que je t'arrête, puis ça va donner chance de penser à ce que tu vas dire. Tu es en train de formuler tes phrases, tu as pris la chance sans avoir tout planifié, tout écrit pour nous présenter à la salle de classe. Tu es juste en train de faire de l'interaction, ce qui est tellement important, mais tu es en train de formuler ta pensée au fur et à mesure. Puis ça, c'est tellement important. Tu vas retenir parce que tu enseignes au-delà de 90% de cette section du cours, parce que c'est toi qui es en train d'enseigner à la salle de classe. Donc, je vais le dire à haute voix, ce qui se passe. Je vais arrêter les élèves. C'est merveilleux. C'est correct d'avoir des pauses. Puis les élèves qui vont regarder cette vidéo-là vont voir à l'occasion, moi aussi, j'ai des hésitations. Nous ne sommes pas des robots. Les pensées se défilent rapidement. Puis il y a des fois, même, je vais me retrouver dans une situation en disant, oh, OK, où est-ce que je m'en allais là? Puis ils disent, ah, monsieur, tu es rendu à tel endroit. Puis, donc, encore une. Et l'idée, si je peux me permettre de tout résumer, c'est de donner des outils aux élèves, encore plus quand ils sont à la maison derrière une caméra, puis de nommer tout ce qu'on fait dans le cours.